Salut à tous. L'Ukraine vient-elle de réaliser la toute première destruction d'un avion grâce à une cyberopération? Vladimir Poutine a qualifié le Su-57 de meilleur avion de chasse au monde. C'était en juin. Apparemment, même les superlatifs sont assortis d'une garantie plutôt courte. Nous sommes à la fin de juillet, peut être au début d'août, au moment où ce récit parvient à son public. Le 23 juillet, un Su-57 s'est écrasé près de Zvenigorod, à environ 40 km de Moscou. Le ministère russe de la Défense a parlé d'une défaillance technique. Des chaînes Telegram russes ont évoqué un tir fratricide. Un collectif ukrainien de renseignement appelé Inform Napalm a avancé une hypothèse encore plus étrange que les deux autres. Lorsque trois explications se présentent pour une seule épave, la certitude commence à ressembler à un manteau laissé au vestiaire. Selon Inform Napalm, l'Ukraine n'aurait pas abattu directement le Su-57. Elle aurait plutôt passé des semaines à étudier les images d'entraînement d'une unité russe de défense aérienne, à cartographier ses logiciels, son matériel, ses procédures et ses angles morts. Des spécialistes ukrainiens auraient ensuite trouvé un moyen de manipuler cette unité pour qu'elle engage une cible qu'elle aurait dû reconnaître comme amie. Une formule d'une remarquable économie, l'adversaire fournit l'avion, le missile et peut être l'erreur. Si cela est vrai, l'arme qui a détruit l'un des appareils les plus rares et les plus coûteux de la Russie n'était pas un missile tiré par l'Ukraine. C'était une décision prise par le propre système de défense aérienne russe, à partir d'une représentation de la situation que l'Ukraine avait pu être discrètement empoisonnée. L'affirmation est suffisamment précise et le schéma qu'elle décrit suffisamment troublant pour mériter d'être prise au sérieux, même si elle n'est jamais pleinement confirmée. S'il est possible de pirater un système de défense aérienne ennemi et de l'amener à abattre son propre avion, toute la liste des cibles possibles change. L'Ukraine a être inventé une nouvelle façon de se moquer de la Russie. Il est difficile d'améliorer un système défensif qui se porte volontaire pour l'offensive. L'hypothèse que la plupart des gens apportent à une histoire comme celle-ci est que la défense aérienne repose principalement sur du matériel, des radars, des missiles, des lanceurs et des objets physiques qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Lorsqu'un système abat le mauvais avion, la conclusion naturelle est une défaillance mécanique ou une erreur humaine. Autrement dit, une mauvaise journée devant une console. Dans le langage officiel, une catastrophe devient souvent simplement une machine qui exprime une opinion inopportune. La défense aérienne moderne, cependant, ne se résume plus vraiment au matériel. Elle repose sur une image commune de la situation, les capteurs, les logiciels, les opérateurs, les classifications de cibles, les alertes de drones et les décisions de commandement doivent tous s'accorder sur ce qu'ils observent en temps réel et sous pression. Cet accord est le véritable produit livré par le système. Les missiles ne sont que la dernière étape. L'explosion n'est que le signe de ponctuation. La phrase a été écrite bien plus tôt. Si cet accord peut être corrompu, il n'est pas nécessaire de toucher au missile lui-même. Il suffit que le système croie quelque chose de faux, puis le missile fait le reste. C'est l'hypothèse au cœur de cet écrasement. Qu'elle soit confirmée ou non, elle décrit une catégorie de vulnérabilité que tous les réseaux modernes de défense aérienne dans le monde doivent désormais prendre au sérieux. Un missile n'a pas besoin de conviction, une confiance empruntée lui suffit amplement. La séquence confirmée a commencé lorsque des informations faisant état d'un écrasement près de Zvenigorod, dans la région de Moscou, ont commencé à circuler vers 13 H20, heure de Kiev, le 23 juillet. Des alertes concernant des menaces de drones dans la région de Moscou avaient déjà été émises entre 11h20 et 11h40 ce matin-là, soit environ 2 heures avant l'écrasement. L'atmosphère avait été préparée avec le soin d'un rideau de théâtre, même si le dernier acte semble avoir surpris les comédiens. Des chaînes de télévision russes, dont certaines liées à des sources de sécurité, ont identifié l'appareil abattu comme un Su-57. Le ministère russe de la Défense n'a pas réagi immédiatement. Il a finalement qualifié la perte de défaillance technique survenue pendant une mission d'entraînement de routine. Le pilote se serait éjecté sans danger. Rien n'évoque mieux la routine
qu'un avion d'élite qui descend sans rendez-vous. Des chaînes Telegram favorables à la Russie, dont une appelée Romanov Light, ont presque immédiatement évoqué un tir fratricide comme autre explication, avant même toute déclaration officielle. Inform Napalm a ensuite publié un rapport affirmant que l'écrasement résultait d'une opération coordonnée de HUMINT, ou renseignement humain, et de SIGINT, ou renseignement d'origine électromagnétique, contre une unité russe de défense aérienne appelée Bars Moscow. Le silence officiel avait à peine pris place que les explications officieuses commençaient déjà à servir le repas. Une défaillance technique est possible, un tir fratricide est possible, une opération ukrainienne assistée par des moyens cybernétiques est possible. La bonne réponse pourrait aussi être une combinaison profondément russe des trois. Car pourquoi se contenter d'échouer quand on peut échouer avec de la vodka ? Lorsque toutes les théories restent plausibles, le système lui-même devient le témoin le plus convaincant. Le Su-57 Felon est le chasseur de 5e génération phare de la Russie, l'appareil que les médias d'État russes ont présenté à plusieurs reprises comme la réponse russe au Fin 2 et au F-35. La confiance derrière cette affirmation est certainement élevée, très élevée. Poutine lui-même l'a qualifié de meilleur avion de chasse au monde quelques semaines seulement avant l'écrasement. La réalité, comme toujours, a décliné l'invitation à la cérémonie de présentation. La Russie a utilisé le Su-57 avec prudence tout au long de cette guerre, le faisant généralement voler à distance de sécurité plutôt que de l'engager dans l'espace aérien à haut risque près du front. Cette prudence soulève une question évidente. Si le Su-57 est censé être furtif, pourquoi la Russie ne le fait-elle pas voler dans l'espace aérien ukrainien ? Pourquoi s'inquiète-t-elle des défenses aériennes ukrainiennes ? Cette prudence parle d'elle-même. Une cape d'invisibilité est particulièrement impressionnante lorsqu'elle reste bien rangée dans l'armoire. La Russie ne possède pas beaucoup de ces appareils et considère chacun d'eux comme véritablement précieux. C'était même pas la première fois que l'Ukraine frappait un Su-57. Les forces ukrainiennes en ont touché un à la base aérienne d'Aktubinsk dans l'oblast d'Astrakhan en juin 2024. En mai 2026, l'état-major général ukrainien a déclaré que des frappes de drones avaient endommagé 2 autres Su-57 au sol à la base aérienne de Chagol dans l'oblast de Tcheliabinsk. Pour une flotte annoncée dans des proportions héroïques, l'inventaire semble préférer les rencontres en petit comité. Chaque perte aggrave les dommages. Elle porte atteinte au prestige et à la crédibilité commerciale d'un avion que la Russie tente de vendre à l'étranger. Elle nuit aussi à la confiance des pilotes envers une plateforme que leurs propres dirigeants qualifient publiquement de meilleure au monde. Plus largement, elle affaiblit l'habitude persistante du Kremlin de prétendre que ces systèmes les plus coûteux seraient en quelque sorte immunisés contre la réalité. Le Prestige est un avion délicat, il vole admirablement jusqu'au moment où quelqu'un examine la piste. Selon Inform Napalm, la préparation de cette opération aurait commencé bien avant l'écrasement, le 17 juillet. Le groupe affirme avoir eu accès à des données interceptées, notamment à des flux vidéo en direct provenant d'un terrain d'entraînement où les équipes de défense aérienne de Bars Moscow répétaient les procédures destinées à contrer les drones ukrainiens. La répétition devait enseigner la défense, elle a plutôt distribué le scénario. Des analystes ont examiné ces images et rédigé un rapport portant sur le niveau d'entraînement des équipes, l'architecture matérielle et logicielle du système, ses algorithmes de fonctionnement au combat, ainsi que les vulnérabilités techniques identifiées. Ce rapport aurait ensuite été transmis aux unités ukrainiennes concernées. Un camp répétait ses procédures pendant que l'autre prenait peu, être des notes avec une diligence admirable. Inform Napalm affirme que les vulnérabilités découvertes ont permis à des spécialistes ukrainiens du cyberespace d'interférer avec le fonctionnement d'une équipe précise de Bars Moscow en retournant contre la Russie le système qu'elle avait elle-même créé. Il y a une certaine élégance à retourner une machine à son fabricant en lui présentant une démonstration complète du défaut. Défense Express, une publication ukrainienne spécialisée dans la défense et réputée, a proposé une interprétation plus prudente. Cette analyse mérite d'être prise au sérieux précisément parce qu'elle ne s'est pas contentée de répéter sans recul les affirmations d'Inform Napalm. Défense Express a indiqué clairement qu'aucune confirmation publique ne permettait d'attribuer l'écrasement à une cyberattaque et que les mécanismes exacts demeuraient incertains.
Le scepticisme n'intervient pas ici pour gâcher l'histoire, mais pour éviter qu'elle devienne une autre forme de théâtre officiel. Cette prudence soulève également une objection technique légitime. Les informations accessibles au public indiquent que les unités Bars-Moscow utilisent des drones antiaériens, des mitrailleuses et des systèmes portatifs de défense aérienne, ou MANPADS. Ces armes exigent généralement une identification visuelle par un opérateur. Il est donc réellement difficile de savoir si Bars-Moscow aurait pu, à elle seule, abattre physiquement un chasseur de 5e génération, à moins que d'autres systèmes n'aient participé à l'engagement. Même un mystère convaincant doit finir par produire une arme capable d'accomplir le travail peu courtois. Si quelque chose de ce genre s'est effectivement produit, l'analyse de Defense Express désigne 2 mécanismes possibles. La première possibilité serait une compromission directe d'un système d'engagement automatisé. Une hypothèse concerne le système russe de défense aérienne Citadel, une plateforme équipée d'un canon automatique de 30 mm et présentée comme capable de détecter et d'engager des cibles de manière autonome. Si un système de ce type se trouvait près de la trajectoire de vol et qu'un accès non autorisé avait été obtenu, il aurait théoriquement pu être responsable. L'autonomie est un merveilleux argument de vente jusqu'au moment où la machine prend une initiative à la mauvaise adresse. Selon cette théorie, le système aurait pu engager automatiquement un avion volant à basse altitude et à faible vitesse peu après son décollage, sans véritable intervention humaine. Si le Su-57 volait bas et lentement en quittant l'espace aérien de la région de Koubinka, où la Russie concentre une part importante de ses moyens de défense aérienne, la furtivité n'aurait pas été le principal problème. Le problème aurait été de se trouver suffisamment près pour qu'un nœud semi-autonome et nerveux commette une erreur d'intelligence artificielle extrêmement coûteuse. L'intelligence artificielle semble, elle aussi, capable d'acquérir l'ancien talent bureaucratique qui consiste à agir d'abord et à expliquer ensuite. La deuxième possibilité serait une manipulation de l'image de la situation aérienne elle-même. C'est l'hypothèse la plus troublante et elle n'exige pas que l'Ukraine ait contrôlé directement une arme. L'Ukraine aurait plutôt pu manipuler les données de connaissance de la situation transmises au réseau élargi de défense aérienne russe, de manière à faire apparaître le Su-57 comme une cible hostile plutôt que comme un appareil ami. Cette fausse classification aurait pu provoquer un engagement par un système de défense aérienne de grande envergure, notamment par des unités relevant de la première armée spéciale de défense aérienne et antimissile de Moscou. Une fois l'étiquette erronée, même la meilleure machine ne fait qu'exécuter la faute de frappe. Il faut noter qu'aucune vidéo publique n'a confirmé le lancement d'un missile dans la région. L'absence de photographie ne résout pas le mystère, mais elle offre à chaque narrateur une toile remarquablement vaste. Cette deuxième possibilité serait la véritable histoire, si elle était vraie. La défense aérienne moderne n'est pas simplement un ensemble de missiles et de radars. Elle repose sur une image partagée de la situation. Si cette image est fausse, le missile peut fonctionner parfaitement tout en détruisant le mauvais avion. La perfection dans l'exécution est peu réconfortante lorsque le principe de départ est déjà parti en vacances. Chaque chasseur, chaque station au sol et chaque batterie de missiles solaires intégrée à un environnement de défense aérienne en réseau prend ses décisions d'engagement à partir d'une image opérationnelle commune construite par quelqu'un d'autre. Aucun opérateur ne vérifie personnellement chaque piste car ce serait impossible. Le système fonctionne parce que tous les acteurs en aval font confiance aux étiquettes de classification attribuées à chaque contact, ami, hostile ou inconnu. La civilisation elle-même repose souvent sur des étiquettes, mais rarement avec une ogive fixée dessus. Cette confiance constitue le fondement de toute la chaîne de destruction. C'est précisément pour cette raison que cette hypothèse, qu'elle soit finalement confirmée ou non, décrit quelque chose de véritablement dangereux. Si l'Ukraine a trouvé un moyen de corrompre les données de classification, au lieu de simplement brouiller un signal ou de détruire un radar, elle attaque la couche de confiance qui permet à un système de défense aérienne en réseau de fonctionner. Détruire un radar relève de l'ingénierie, le convaincre de trahir son propre camp relève presque de l'administration. Il est possible de construire des radars redondants, il est possible de construire des missiles redondants.
il est beaucoup plus difficile de créer une confiance redondante entre un capteur et un opérateur lorsque le capteur lui-même sert de source de vérité depuis des années. La confiance, contrairement à un lanceur, ne se commande pas simplement en un nouveau lot. La Russie a construit autour de Moscou une sorte de port épique de défense aérienne. Si cette hypothèse se confirme, même partiellement, l'Ukraine peut être trouvé un moyen de faire en sorte que le port épique se pique lui-même. Les fortifications deviennent étonnamment philosophiques lorsque chaque piquant pointe dans deux directions. La question est de savoir si tout cela est vraiment nouveau. Sur le plan technique, la réponse est complexe. Le piratage, le leurre ou la manipulation des systèmes de défense aérienne ne sont pas des concepts entièrement nouveaux. Les armées les plus avancées y réfléchissent depuis des décennies. L'innovation militaire consiste souvent à découvrir qu'un ancien cauchemar vient de recevoir une mise à jour logicielle. L'exemple public le plus connu est l'opération Orchard, menée en 2007, lorsque des avions de l'armée de l'air israélienne ont frappé le site du réacteur syrien d'Al-Kibar. Des informations publiées par la suite ont laissé entendre que l'armée de l'air israélienne aurait utilisé une capacité semblable au système Sutter, développé aux États-Unis, afin de manipuler l'image de la situation aérienne syrienne. L'objectif était d'amener les radars et les systèmes de commandement syriens à voir le mauvais ciel. Même le ciel, apparemment, peut être soumis à une politique éditoriale. Le concept n'est donc pas entièrement nouveau. Ce qui serait nouveau ici, c'est le résultat. L'opération Orchard aurait été conçue pour faire en sorte qu'un réseau de défense aérienne ennemi ne voit pas les avions qui approchaient. L'hypothèse du Su-57 est plus sombre et plus drôle, d'une manière particulière que seules les catastrophes militaires russes semblent pouvoir offrir. Selon cette allégation, l'Ukraine aurait manipulé le réseau de défense aérienne russe pour qu'il détruise un appareil russe. La différence est subtile mais coûteuse. Un système détourne le regard tandis que l'autre participe avec enthousiasme. Une méthode dissimule l'attaquant. L'autre transforme le défenseur en tireur. C'est un problème d'une nature très différente. C'est la différence entre entrer sans être vu et convaincre le gardien de sortir lui-même les meubles. La question évidente est de savoir comment il est possible de pirater un système de défense aérienne s'il est déconnecté d'Internet. La réponse est qu'être déconnecté ne signifie pas être isolé de la réalité. Un château sans porte principale peut tout de même employer des domestiques, recevoir des livraisons et égarer ses clés. Les systèmes de défense aérienne reçoivent constamment de l'information, des écho-radars, des réponses d'identification ami-ennemi ou IFF, du trafic de liaison de données, des ordres radio, des pistes de cible, des bibliothèques de menaces, des mises à jour cartographiques, des fichiers d'entretien, des commandes d'opérateurs, des connexions diagnostiques, des systèmes d'entraînement, des ordinateurs portables, des tablettes, des supports amovibles, des sous-traitants et des militaires ayant de mauvaises habitudes. Tout cela constitue une surface d'attaque. La machine prétendument hermétique se révèle avoir plus d'entrées qu'un ministère parisien. Il n'est pas toujours nécessaire de pénétrer directement dans le lanceur. Parfois, le lanceur n'est que le dernier idiot de la chaîne, tandis que la véritable cible est l'information qui l'alimente. Il n'est pas nécessaire de soudoyer le bourreau lorsque les documents peuvent être modifiés en amont. La compromission pourrait passer par un canal de maintenance, elle pourrait prendre la forme d'une mise à jour logicielle empoisonnée, elle pourrait exploiter un système adjacent moins bien protégé. Une source humaine aurait pu fournir des identifiants, des procédures ou des détails de configuration. Les données radar ou les données de commandement auxquelles les opérateurs font confiance pour classifier les cibles auraient pu être manipulées. Les systèmes complexes tombent rarement par la grande entrée. Ils préfèrent le corridor de service. Au milieu d'une alerte aux drones, alors que les équipes étaient déjà préparées à voir des drones ukrainiens, ce type de manipulation devient encore plus dangereux. Le système n'a pas besoin d'être entièrement contrôlé par l'Ukraine. Il suffit de le pousser à prendre la mauvaise décision au pire moment. La panique n'exige pas une prise de contrôle complète. Une suggestion discrète fait souvent parfaitement l'affaire. C'est pour cette raison que cette hypothèse est importante, même si Moscou ne fournit jamais de réponse claire. L'avenir de la défense aérienne ne dépend pas vraiment de celui qui possède le meilleur missile.
il dépend de celui qui contrôle l'image à laquelle le missile croit. Le véritable champ de bataille pourrait être moins le ciel que la légende placée en dessous. L'écrasement ne s'est pas non plus produit dans le vide. Il est survenu après des mois de pression soutenue exercée par les drones ukrainiens, particulièrement contre Moscou. La campagne ukrainienne de drones à longue portée, visant la capitale, est passée de survols symboliques à des frappes coordonnées contre des raffineries de pétrole, des entreprises liées au secteur militaire comme Wildberries, des systèmes de défense aérienne, des centres logistiques et des infrastructures. Les symboles sont charmants au début, ils deviennent moins poétiques lorsqu'ils obtiennent des coordonnées de ciblage. Selon des informations sur le dispositif défensif russe autour de Moscou, plus de 100 lanceurs et plus de 50 systèmes Pansir seraient déployés dans l'ensemble du bouclier protégeant la capitale. Cela représente une charge de travail immense et constante pour la défense aérienne, assumée par des équipes confrontées à de véritables incursions de drones presque sans interruption. La capitale a reçu un bouclier magnifique, accompagné du défi administratif consistant à s'assurer qu'ils ne confondent pas le palais avec l'ennemi. Les systèmes soumis au stress commettent des erreurs. Même l'acier développe des nerfs lorsque suffisamment d'alarmes commencent à sonner. Des alertes de drones auraient été émises dans la région de Moscou environ 2 heures avant l'écrasement. Si les équipes de Bars Moscow traquaient déjà activement des drones ukrainiens ce matin-là, chaque éco-radar à basse altitude aurait exigé une décision prise sous une pression réelle par des opérateurs déjà préparés à s'attendre à une menace. Lorsque chaque ombre est annoncée comme un loup, le berger finit parfois par tirer sur le chien. Ce contexte ne confirme pas l'hypothèse de la cyberattaque, mais il explique exactement pourquoi un tel système serait vulnérable à ce type précis de manipulation. Il n'est pas nécessaire de pirater un opérateur calme et reposé pour lui faire commettre une erreur catastrophique. Il suffit de pousser légèrement un opérateur déjà anxieux, la meilleure tromperie n'est souvent qu'un murmure adressé à quelqu'un qui crie, déjà. Si l'incident était un simple tir fratricide, cela signifierait tout de même que le réseau de défense aérienne russe autour de sa propre capitale était suffisamment sollicité et ses équipes suffisamment stressées pour mal identifier et détruire l'un de ses avions de combat les plus rares. Qualifier cela d'ordinaire exigerait une définition remarquablement ambitieuse de la routine. Ce résultat soulève aussi une autre question évidente. Si le Su-57 est véritablement furtif, comment a-t-il pu être touché par un tir fratricide ? Être que l'invisibilité fonctionne mieux contre les ennemis que contre les collègues. Si l'incident était uniquement dû à une défaillance technique comme l'affirme Moscou, il aurait tout de même retiré du service ou endommagé un appareil que la Russie ne peut pas facilement remplacer dans le cadre d'un programme sur lequel elle a publiquement misé un immense prestige. La machine peut être remplaçable dans les discours, mais elle semble l'être moins dans les usines. Si les affirmations concernant les cyberopérations et le renseignement humain s'avèrent largement exactes, les conséquences dépasseraient de loin la perte d'un seul avion. Cela signifierait que l'Ukraine a démontré sa capacité à influencer le comportement de la défense aérienne ennemie profondément à l'intérieur du territoire russe, non pas en détruisant du matériel, mais en manipulant le renseignement, l'accès logiciel et la psychologie des opérateurs dont ce matériel dépend pour fonctionner correctement. La forteresse resterait debout, magnifique et armée, tout en acceptant discrètement les directives du visiteur. Dans ce scénario, l'arme n'a jamais été un missile. L'arme était la confusion. La confusion offre l'avantage appréciable de ne produire aucun panache de lancement et de ne délivrer aucun reçu. Le bilan d'un fort napalm comprend des opérations antérieures documentées contre des systèmes russes, notamment la campagne de fuite d'OKBM en 2025, qui a exposé des documents internes provenant d'un fabricant de composants du Su-57. Cet historique donne une certaine crédibilité générale à ces affirmations concernant ses capacités. Une visite précédente dans le classeur rend la connaissance ultérieure du mobilier beaucoup moins miraculeuse. Cet historique ne constitue pas une preuve de cet incident précis, mais je suis enclin à croire la version d'Informe Napalm. La crédibilité n'est pas une preuve, mais elle évite à l'affirmation d'arriver complètement sans bagage. Lorsque les équipes de défense aérienne deviennent nerveuses, le ciel se remplit de fantômes. Certains sont des drones, certains ont tragiquement été des avions civils,
Et maintenant, selon cette allégation, l'un d'eux pourrait avoir été le propre chasseur russe de 5e génération. Les guillemets semblent posséder de meilleures qualités défensives que l'avion. Les forces russes de défense aérienne ne sont pas historiquement réputées pour distinguer calmement les avions civils des appareils militaires lorsqu'elles sont sous pression. Le sang-froid, contrairement à une batterie de missiles, semble résister au déploiement de masse. Depuis des années, l'Ukraine attaque directement des bases aériennes russes, des avions au sol, des raffineries, des réseaux radars et des infrastructures de commandement. Ce qui rend cette histoire différente, même si elle ne se confirme qu'en partie, c'est que l'Ukraine pourrait attaquer quelque chose de moins tangible que toutes ses cibles. La confiance. Le béton peut être réparé, le soupçon suit un calendrier de construction beaucoup plus patient. Plus précisément, elle pourrait attaquer la confiance entre un radar et un opérateur, entre un logiciel et un commandant, ainsi qu'entre une équipe de défense aérienne et l'avion qu'elle est censée protéger. Lorsque chaque instrument exige un deuxième avis, la rapidité devient un luxe et l'hésitation, un passager permanent. Si cette confiance se brise, même occasionnellement, au sein d'une seule équipe, dans une seule batterie, pendant une seule matinée, la Russie fait face à une nouvelle catégorie de problèmes qui ne peut pas être résolue simplement en construisant davantage de lanceurs. Il est impossible de bombarder le doute jusqu'à sa reddition, même avec un budget d'approvisionnement généreux. La Russie ne doit plus seulement défendre Moscou contre les drones ukrainiens, elle devra peut-être aussi défendre Moscou contre son propre réseau de défense aérienne lorsqu'il croit la mauvaise chose au mauvais moment. L'ennemi extérieur reste gênant, le malentendu intérieur est franchement impoli. Pour un pays qui continue de présenter ses armes comme les meilleures au monde, il devient nécessaire d'utiliser énormément de guillemets. La Russie continue de trouver des façons nouvelles et passionnantes de les perdre. Le service du marketing continue de viser les étoiles, tandis que le matériel développe un intérêt persistant pour le sol. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.